On va pouvoir démarrer ce premier rendez-vous d'ERES Gestion. Vous avez l'habitude d'avoir d'autres interlocuteurs, mais là, il était important aussi pour nous de vous présenter une partie de l'équipe, le rôle de chacun et ce qu'on fait dans la gestion au quotidien. Donc, on a 1 heure qui va se décomposer en 45 minutes de présentation. La présentation d'ERES Gestion, comment on fonctionne. Ensuite, on fera un zoom sur l'actualité économique et financière avec un bilan sur les marchés de 2023 et nos convictions pour 2024. Et ensuite, on rentrera dans 3 fonds cœur de notre multigestion, qui sont le multigestion modérée, le fonds long terme et un point spécifique sur le fonds PME. Et ensuite, il y aura une session de questions-réponses à la suite de cette présentation. Quelques chiffres pour vous présenter ERES Gestion. On gère 5,9 milliards d'euros au 31/12/2023 sur plus de 140 fonds gérés sous divers formats, que ce soit des FCP, FCPE ou fonds d'actionnariat cotés ou non cotés. Ça représente 28 000 entreprises clientes et plus de 300 000 épargnants qui utilisent nos solutions. La particularité de notre méthode de gestion, c'est que nous opérons en multigestion. Nous sélectionnons des sociétés de gestion ainsi que des fonds. On ne fait pas de gestion en ligne directe, on ne sélectionne pas des actions ou des obligations, mais des gérants spécialistes dans ces domaines. On a une approche d'investisseur responsable depuis maintenant assez longtemps. On a été signataire des PRI au sein d'ERES Gestion depuis 2015. Nous avons également ancré dans le dur depuis 4 ans que toute nouvelle société de gestion ou fonds géré par un gérant doit être effectivement aussi signataire des PRI pour rentrer dans notre gestion. Fait important, on ne fait pas non plus de trading dans notre mode de gestion. On n'achète pas une part d'un fonds un jour pour le revendre le lendemain ou en fin de semaine. On a une approche plutôt long terme sur cette partie-là. Sur cette slide, vous voyez quelques sociétés de gestion avec lesquelles on travaille, donc certaines que vous connaissez sûrement dans votre quotidien, des plus petites sociétés de gestion indépendantes à des grosses sur le marché. Nous avons rentré récemment des ETF, des trackers de grosses sociétés de gestion américaines pour diversifier nos gérants en portefeuille. Donc là, vous avez un zoom sur l'équipe de gestion dans ERES Gestion, avec Pierre qui m'accompagne ce matin, qui est gérant de portefeuille, et Jennifer, analyste. Vous allez retrouver Alexis de Rosière, qui est le président de la société de gestion ERES, Fabrice Charles, directeur général, tous deux présents depuis de très nombreuses années au sein de la société. Là, c'est un zoom sur l'équipe de gestion. On a un département risque, un middle office et juridique qui accompagne notre service front office. Donc, je l'ai introduit en amont. Notre méthode de gestion est particulière puisque nous ne faisons que de la multigestion. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de bien connaître les sociétés de gestion dans lesquelles on va confier des mandats et investir dans leurs fonds, évaluer leur structure, leur département des risques, les process de gestion, leur organisation capitalistique, le track record des gérants, procéder à une analyse quantitative et qualitative des fonds sélectionnés. Et on attache particulièrement une importance aussi aux frais des fonds que nous sélectionnons, puisque nous allons sélectionner systématiquement des parts institutionnelles, vu notre taille, ou des parts retail avec des rétrocessions qui nous amènent à minima sur des frais institutionnels. Nous avons un comité de gestion trimestriel qui s'occupe de l'allocation stratégique, qui définit nos vues macroéconomiques. Et ensuite, on décline à l'intérieur avec les fonds sélectionnés parmi les sociétés de gestion qui ont été onboardées de notre côté. Et nous avons également une réunion de gestion hebdomadaire pour suivre finement les performances des fonds qu'on gère et les sous-jacents qu'on a sélectionnés. Voilà pour la brève présentation des gestion. On va rentrer dans l'analyse économique et financière des marchés en commençant par un bilan sur l'année 2023, qui, comme vous le voyez sur la droite, c'était une excellente année sur les marchés financiers, aussi bien sur les actions que sur les obligations. Le Nasdaq, qui représente majoritairement les entreprises technologiques non financières américaines, a rebondi de plus de 54%. Sachez qu'en 2022, cet indice avait fait aussi moins 40%. Le CAC 40 a fait plus de 19%. Vous voyez que quasiment tous les marchés actions ont été dans le vert, à l'exception de la Chine, qui a suivi une 3e année de baisse, une baisse d'une ampleur assez significative, puisqu'on a perdu 10% l'an dernier,
Et un segment de marché qui n'a pas repris non plus le rebond en 2023, ce sont les actions PME françaises qui affichent une performance négative de quasiment moins 5% sur l'année. On va y revenir en fin de présentation, puisque nous gérons un fonds sur cette thématique qui, lui non plus, du coup, ce fonds n'a pas repris le rebond, mais a fait toutefois nettement mieux que l'indice PME français. On fait un petit bilan sur les 2023, pour revenir. Le marché a été tiré par le rebond surtout de 7 valeurs. Vous connaissiez l'acronyme GAFA il y a 4-5 ans, qui s'est transformé en GAFAM. Puis maintenant, il y a 7 grandes valeurs. On a rajouté Netflix et Tesla qui ont vraiment dominé le marché, puisque si on prend que ces 7 valeurs, je crois que la performance doit être aux alentours de 80%, rien que sur ces 7 titres. Et au contraire, hein, si on les retraite, la performance est plutôt aux alentours de 10-15% sur les marchés américains. On a observé une nette désinflation au cours de l'année 2023, après les pics à plus de 10% qu'on a connus en 2022. La situation s'est nettement améliorée sur la tendance des prix. On va le voir en graphique par la suite. La surprise est venue de l'économie américaine. En début d'année 2023, si vous regardiez les paris des investisseurs, les consensus des analystes, tout le monde s'attendait à une récession américaine au deuxième semestre. Elle n'est pas arrivée et ça a même été une croissance très très forte, hein, puisqu'on a terminé l'année 2023, les 2 derniers trimestres, sur des croissances à un rythme vraiment, vraiment colossal, 5,5 sur le T3, et on est à 3,3% sur les derniers trimestres, ce qui fait une année à 2,5%. C'est une des meilleures croissances dans le monde, hein, excepté peut-être quelques pays émergents. Et dans les pays développés, les États-Unis ont vraiment tiré leur épingle du jeu. Du côté des banques centrales, elles ont continué leur cycle de hausse des taux sur la première partie de l'année avant d'arriver à ce qu'on a appelé un point pivot. Elles ont dit qu'elles étaient arrivées au terme de leur hausse des taux. Et la Fed a même entrevu des baisses de taux en 2024, ce qui a propulsé les marchés en fin d'année sur un fort rallye. Peut-être un peu trop vite à notre goût, puisqu'on si on suit la dernière réunion d'hier de la Fed, certes, il devrait avoir des baisses de taux en 2024, mais peut-être pas aussi vite dans l'année que ce que les marchés avaient anticipé. Petit stress quand même au cours de l'année 2023, en mars, avec des faillites de quelques banques régionales US, donc c'est des banques de second rang, mais qui ont entraîné quand même un stress sur le secteur. Stress qui a vite été éteint par des relances massives aux États-Unis des autorités. Petite contagion, mais c'était un problème vraiment spécifique en Europe sur l'établissement Crédit Suisse, qui n'a pas finalement entraîné d'autres faillites sur le secteur bancaire européen. Et la déception, c'est sur l'économie chinoise. Voilà, on le voit en graphique sur la performance des marchés actions. Mais le secteur immobilier continue de peser. Ça représente quand même un quart de leur PIB. Et quand le bâtiment ne va pas bien, alors l'économie, effectivement, souffre particulièrement dans ce pays-là. Bonjour à tous. Alors moi, je vais reprendre la main pour détailler un petit peu ce qu'on voit dans l'économie et ce à quoi on pense, ce qu'il faut s'attendre pour 2024. Donc, premièrement, c'est de vous redonner une perspective un petit peu sur ce qui s'est passé sur l'inflation. Donc ça, c'est les deux graphiques qui sont à gauche, que ce soit aux États-Unis ou en zone euro, après un pic très très élevé en 2022, hein, de l'ordre de presque 10% aux États-Unis et de plus de 10% en zone euro, et ben, on voit que l'inflation commence à refluer. Alors l'objectif des banques centrales, hein, qui est matérialisé par la ligne horizontale rouge, c'est 2%. On n'y est pas encore. On est sur des chiffres de l'ordre de 2,8 ou 3,1%. Mais en tout cas, on est à des niveaux qui sont quand même largement plus raisonnables que ce qu'on a pu connaître en 2022. D'où le fait que, ça c'est le graphique de droite, les banques centrales, ça c'est l'évolution des taux directeurs des banques centrales. Donc on voit qu'en 2022, même en 2023, elles ont augmenté très très vite leur taux d'intérêt, hein, passant de taux même négatifs, hein, pour la Banque centrale européenne à un taux de 4%. Aux États-Unis, on est monté même jusqu'à 5,5%. Ça a été la hausse la plus rapide, hein, de l'histoire moderne. Maintenant, comme l'a dit Gaël, on semble avoir atteint une espèce de point haut. Et la question qui se pose, c'est les taux d'intérêt vont repartir à la baisse. Dans quelle mesure? Et c'est extrêmement important de se poser donc les 3 questions qu'on met en bas, hein. Quelle va être l'ampleur de cette baisse en 2024? Pour quelles raisons
Les banques centrales vont-elles procéder à des baisses de taux? Est-ce que c'est parce que l'inflation est sous contrôle malgré une croissance correcte, ou est-ce que la croissance va ralentir et que ça va provoquer peut-être encore plus de baisses de taux qu'attendu? Et après, quel sera leur effet sur l'activité? Donc ça, c'est des questions qu'on va tâcher de répondre dans les slides suivantes. Premièrement, nous, ce qui nous intéresse évidemment, hein, c'est quel va être l'impact de la baisse des taux directeurs sur les marchés financiers. Donc ça, c'est le graphique qui est situé à droite et qui reprend deux scénarios différents, hein, qui ont été calculés par Goldman Sachs. C'est de savoir quelle va être la réaction des marchés à la première baisse de taux des banques centrales en 2024. Alors normalement, ça devrait arriver en fin de premier semestre, hein, voire un petit peu avant. Mais la question, c'est quelle va être la réaction des marchés à cette baisse de taux. Et en fait, tout va dépendre des développements économiques. C'est-à-dire que si cette baisse de taux coïncide avec une récession dans les 12 mois qui arrivent, eh ben, on aura le résultat qui est la ligne bleue claire, c'est-à-dire une forte baisse des marchés. Si par contre on a une baisse des taux et qu'il n'y a pas de récession qui se matérialise par la suite, on devrait avoir des marchés qui continuent à progresser. Donc ça, c'est très important d'avoir une bonne idée en tout cas, on pense qu'il va se passer dans les mois à venir afin de positionner son portefeuille de manière cohérente. Alors là, simplement, c'est un point qui nous rend un petit peu prudent, hein, c'est-à-dire que ce qui est important de comprendre, c'est qu'un des moteurs fondamentaux de la croissance économique, bah, c'est la quantité de monnaie qui est disponible dans cette économie. Donc, pour qu'il y ait de la croissance, pour qu'il y ait de l'inflation, il faut que la quantité de monnaie, à travers le temps, elle augmente. Donc ça, c'est le graphique qu'on voit en bas à gauche, c'est la croissance de la quantité de monnaie disponible dans l'économie américaine en bleu et dans l'économie de la zone euro en violet sur un an. Donc ce qu'on voit, c'est que cette croissance, elle est toujours au-dessus de zéro, enfin en tout cas dans l'histoire moderne, là on est revenu jusqu'à 1970, on a toujours eu une croissance positive, donc qui est entraînée par la même une croissance des prix, donc de l'inflation, et une croissance économique, tout simplement. Et donc, entre le milieu des années 80, alors comme on voit, fin des années 70, on était à des niveaux quand même très élevés, puis cette croissance, elle a commencé à baisser au début des années 80. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation entre le milieu des années 80 et 2020, où cette croissance de la masse monétaire, elle est dans une zone idéale aux États-Unis, mais aussi, grosso modo, en zone euro. Donc, on avait une inflation modérée et une croissance économique régulière, en tout cas. Ce qui s'est passé avec le Covid, hein, c'est qu'il y a eu une accélération extrêmement brutale de la quantité de monnaie disponible aux États-Unis. Aux États-Unis et en Europe, pardon. Et c'est particulièrement frappant quand on regarde les États-Unis, puisqu'on voit que la courbe bleue, à un moment donné, elle rejoint les 25%. C'est-à-dire qu'à un moment de 2021, tous les dollars en circulation dans l'économie, il y en avait 25% qui avaient été créés au cours de la dernière année. Donc, et même d'une manière générale, la quantité de monnaie dans le système américain a augmenté de 40% entre 2020 et 2022. Ce qui fait que forcément, énormément de liquidités disponibles dans l'économie, ça a poussé les actifs financiers très fort en 2021, mais ça a provoqué évidemment une vague inflationniste inédite, hein, depuis les années 70. Euh, donc, suite à ça, on a eu ce cycle de hausse des taux des banques centrales. Et aujourd'hui, on se retrouve un peu dans une situation inverse, c'est-à-dire que les mesures exceptionnelles prises pendant le Covid ont été arrêtées. La croissance du crédit en Europe et aux États-Unis est très faible. Donc, en fait, on se retrouve dans une situation où la quantité de monnaie elle diminue en Europe et aux États-Unis. Donc, on voit que là, les deux courbes sont passées sous zéro. Et c'est une configuration tout simplement inédite depuis la Seconde Guerre mondiale, hein. Et si on remonte l'historique au cours du XXe siècle, c'est arrivé 4 fois, hein, que la croissance de la monnaie en circulation soit négative. Et aux États-Unis, en tout cas, ça a toujours donné lieu à une récession. Donc c'est un élément qui nous incite quand même à être relativement prudent sur les perspectives économiques, même si évidemment les injections de monnaie qu'on a connues en 2020 et 2021, pour le moment en tout cas, elles continuent de produire des effets positifs sur la croissance américaine, hein, notamment, comme l'a dit Gaël, avec une robustesse certaine de la croissance. Robustesse de la croissance,
par deux facteurs. Premièrement, la croissance de la consommation. Donc, ce qui s'est passé au moment du Covid, si vous vous en rappelez, il y a eu un transfert monétaire très important de la part de l'État fédéral américain vers les sociétés et vers les particuliers. Donc, les particuliers, notamment, se sont retrouvés d'un seul coup avec énormément de liquidités, beaucoup plus qu'en temps normal. Donc, ça a permis à la consommation d'être extrêmement robuste, même dans un environnement inflationniste, puisque les ménages ont pu puiser un petit peu dans leurs réserves pour continuer à consommer. Là, on voit qu'on est en train un petit peu d'atteindre la limite, mais en tout cas, c'est ce qui a historiquement permis à la consommation d'être aussi robuste l'année dernière. Et deuxièmement, il y a le déficit public américain qui ne cesse de croître. L'année dernière, on a atteint les 1700 milliards. Alors, hors Covid, qui était évidemment une période de transfert exceptionnelle, c'est le plus gros déficit américain qu'on ait connu. Et évidemment, ça a aussi aidé la croissance économique à se maintenir à des niveaux élevés aux États-Unis. Euh, Simplement, ce qu'on constate aux États-Unis, alors ça, c'est des indicateurs en fait assez simple. L'indicateur de gauche, ça nous permet de mesurer en temps réel les perspectives d'embauche dans le secteur des services américains. Et ce qu'on voit, c'est que dernièrement, la ligne est partie vers le bas. Et historiquement, ça n'arrive que dans des périodes de récession. Alors, est-ce que c'est un faux signal? C'est tout à fait possible. Ça fait partie de nombreux indicateurs qu'on regarde. Mais en tout cas, voilà, on a des indicateurs avancés qui nous disent que la croissance de l'emploi aux États-Unis va peut-être pas être aussi robuste dans les trimestres à venir. Et un autre élément qui suscite, je dirais en tout cas d'être prudent, c'est de voir que sur la droite, le nombre d'heures travaillées en moyenne par un salarié aux États-Unis est en train de baisser. Et ça, en général, c'est la première variable d'ajustement qu'utilisent les entreprises. Elles font moins travailler leurs salariés avant de commencer à les licencier. Donc, si le train continue, on peut s'imaginer que le taux de chômage pourrait remonter aux États-Unis. Si on regarde la zone euro, évidemment, le contexte est beaucoup plus compliqué. On a une croissance quasi nulle en 2023, légèrement positive, mais inférieure à 1%. On a eu plusieurs trimestres de contraction économique. Alors, ce n'était pas partout au même moment. En début d'année, on avait plutôt eu l'Allemagne qui était en difficulté. En fin d'année, c'est plutôt la France, mais aussi l'Allemagne. Il y a des pays comme l'Espagne et l'Italie qui se portent un petit peu mieux. Mais en gros, ce qu'on constate, c'est que l'activité ralentit fortement. Le nombre de défaillances d'entreprises en France, ça c'est le graphique du milieu, est en train de remonter de manière assez abrupte. Alors il y a un facteur évidemment qui est lié à la fin des mesures exceptionnelles du Covid, mais aussi de la faiblesse économique. Et troisièmement, c'est le graphique de droite, c'est ce qu'on voit, c'est la création de crédits dans l'économie qui servent véritablement de pompe à la croissance économique. Et avec la forte remontée des taux, évidemment, on a une demande de prêts qui s'est qui s'est bien calmé, que ce soit pour les entreprises, ça c'est la ligne bleue, elle est même passée sous zéro à un moment donné, et que ce soit aussi pour les ménages, évidemment, les ménages n'empruntent plus de la même manière pour acheter un bien immobilier que quand les taux étaient en dessous de 1%, que maintenant les taux immobiliers sont à 3 à 4%. Voilà, donc le secteur privé d'une manière générale n'emprunte plus autant, et ça provoque évidemment un ralentissement économique. Dernier point qui est intéressant, je pense que c'est la Chine, de voir que la situation n'est pas très bonne et ce sera compliqué qu'elle s'arrange de manière significative dans le contexte actuel. Pourquoi? Premièrement, la Chine, c'est un pays où on commence à avoir une démographie négative, donc ça fait 2 ans qu'il y a plus de décès que de naissances. On s'attend dans les prochaines années à ce que la population active là-bas diminue, donc ça va être des vents contraires très forts pour la croissance chez eux. Et les conséquences, on commence à les voir, c'est-à-dire que la Chine, dont la puissance économique avait énormément monté au cours des années 2000, on était passé de 2 ou 3% de l'économie mondiale à presque 20% en 2021, et bien là, le poids relatif de la Chine dans l'économie mondiale est en train un petit peu de se tasser. Et un des problèmes que Gaël a mis en avant en introduction, c'est évidemment l'immobilier. On voit, ça c'est la ligne bleue claire du graphique tout à droite. On voit que la croissance des prêts bancaires dans l'immobilier, qui a été historiquement extrêmement robuste et qui était un gros facteur de croissance en Chine, elle est revenue à zéro. Et on voit encore qu'il y a de la croissance des prêts bancaires dans
l'industrie, notamment qui finance la forte production chinoise dans les véhicules électriques, hein, notamment. Mais en tout cas, c'est pas suffisant, hein, pour l'instant pour stimuler l'économie, et on pense que l'économie chinoise va continuer à ralentir. On voit pas du tout de crise financière là-bas, hein, c'est pas du tout la question. Simplement, la croissance économique chinoise est en train de ralentir, et ça devrait continuer logiquement dans les années à venir. Surtout que pour l'instant, on ne voit pas de plan de stimulation massif comme on a pu les connaître dans le passé. Et je te donne la parole pour parler des Oui, liens entre ce que je viens de dire et ce qui se passe sur les marchés, peut-être. oui, on va en revenir du coup sur les marchés financiers et les valorisations des différents indices ou zones géographiques. Oui, le petit tableau sur la droite, ces différentes métriques, hein, le PE, le ratio cours sur bénéfice, le ratio cours sur chiffre d'affaires, le taux de dividende. Quand on agrège, on a fait un petit indicateur synthétique sur 18 ans. À droite, c'est où est-ce qu'on est par rapport à cette moyenne à 18 ans. On voit qu'on est 12% en termes de valorisation au-dessus de la moyenne sur la zone euro. On est à plus de 30% survalorisé sur les marchés américains. Marché américain traditionnel, mais le Nasdaq également sur le côté technologique. On voit l'ensemble des marchés, le topic, c'est le Japon, MSCI All Country, c'est l'indice mondial émergent compris, et les émergents également survalorisés de 3%. Donc quand on regarde ce petit panorama, on se dit qu'il y a très peu de zones finalement où il y a de la valeur à aller chercher. D'autant plus quand on regarde la deuxième colonne qui est la croissance des bénéfices 2024. Ce qu'attend le marché, c'est une croissance des bénéfices de plus de 12% aux États-Unis, plus modeste en zone euro à 4%. Mais ce que vient de vous montrer Pierre, c'est que les indicateurs d'activité sur plusieurs pans de l'économie sont en recul. Et donc ces croissances de bénéfices attendues nous paraissent peut-être un peu trop optimistes. Et donc, si on s'attend à des déceptions, s'il y a des déceptions sur les bénéfices réalisés, vu qu'on est sur des niveaux de valorisation élevés, la sanction boursière, elle pourrait être importante. Voilà, donc, nous, on est prudent sur les marchés actions. On va le voir par ailleurs dans la slide d'après. Alors là, on est sur les marchés obligataires. Là, si on est un peu plus positif sur les classes d'actifs, c'est sur l'obligataire. Vous voyez, il y a 2 ans, où est-ce qu'on était dans les rendements des différents segments de marché. Sur les emprunts d'État de la zone euro, on était à 0,2% de rendement embarqué sur cette classe d'actifs. Pour avoir du rendement satisfaisant, il fallait aller sur des segments plus risqués, les obligations à haut rendement, high yield, et même le high yield finalement européen ne rapportait pas tant que ça, 3,8%. Quand on voit aujourd'hui qu'un monétaire, par exemple, c'est 4. Vous voyez que la situation a énormément évolué. Aujourd'hui, on retrouve des rendements satisfaisants à peu près partout. La performance des marchés obligataires ont été excellents en 2023. Mais à noter que cette performance est quasiment faite sur les 2 derniers mois de l'année. Quand on regarde la performance du T4 2023, sur les obligations d'État zone euro, on a fait 7,2 et sur l'année entière, on a fait 7,1. Le rallye a été très, très, très important en fin d'année. Il y a une petite consolidation actuellement depuis le début de l'année, mais on retrouve quand même des rendements relativement satisfaisants sur l'ensemble des classes d'actifs obligataires. Les perspectives de marché, alors on a mis 2024, c'est plutôt en tout cas sur le premier semestre et dans les conditions dans lesquelles on vous a expliqué. Pour nous, les marchés actions, les valorisations sont tendues dans un environnement économique qui se dégrade. Le chômage est au plus bas aux États-Unis, nous on voit plutôt remonter ces prochains mois. En Europe, la situation n'est pas brillante, hein, que ce soit en Allemagne, notamment sur le secteur cœur automobile qui est concurrencé de tout feu par notamment l'électrique aux États-Unis avec Tesla. Mais on voit aussi que Tesla a aussi des difficultés avec l'automobile électrique chinois qui prend énormément de parts de marché. Alors l'industrie allemande est très tournée sur ce secteur. Les perspectives bénéficiaires nous paraissent trop optimistes sur le marché pour 2024. On est un peu en contradiction avec nos petits copains de sociétés de gestion qui ne voient pas non plus forcément de grands risques sur l'année 2024, même s'ils ne voient pas une année aussi bonne que ce qu'on a connu l'année dernière. C'est un optimisme modéré. Nous, on pense qu'il va y avoir des opportunités, en tout cas dans l'année. Et c'est pour ça qu'on a construit des portefeuilles bien équilibrés. On a remis du monétaire
à peu près dans l'ensemble de toutes nos allocations. C'est quelque chose que nous n'avions plus du tout en raison de taux qui étaient négatifs. Nous n'avions plus non plus également d'emprunt d'État depuis, je pense, 2014. On en a remis sur la partie courte 1-3 ans en juillet dernier et on a été chercher des obligations à plus long terme au cours du deuxième semestre, à partir d'octobre-novembre, quand les taux longs ont commencé à vraiment se tendre. Nous détenons toujours des obligations d'entreprise, mais nous avons commencé à prendre des bénéfices, notamment sur le haut rendement. Quand on voit les taux obligataires à ces niveaux-là sur la partie souveraine, aujourd'hui, aller chercher des obligations d'entreprise avec du risque pour avoir 1% ou 2% supplémentaires, bon, voilà, il y a un arbitrage à faire. Pour l'instant, les portefeuilles sont plutôt équilibrés sur ce segment de marché. On va faire un zoom sur 3 profils importants de notre gamme et qu'on retrouve dans les gestions pilotées, notamment le fonds multigestion modérée, qui est le cœur de beaucoup de gestions pilotées, notamment lorsqu'on arrive en fin de désensibilisation, puisque c'est le fonds cœur de ces gestions. Donc déjà, on voulait faire quand même un petit point sur la performance. Je pense que c'est important. Donc 2022, évidemment, avait été une année très décevante et particulièrement pour les profils défensifs, parce qu'avec la remontée des taux, les moins-values sur les marchés obligataires avaient été extrêmement importantes. La bonne nouvelle, c'est qu'en 2023, l'ensemble des stratégies a bien rebondi. Après, dans le cas des stratégies les plus défensives, dont les RS multigestion modérée, malheureusement, sur 3 ans, on se retrouve quand même avec un rendement qui est légèrement négatif. Pourquoi? Parce que les marchés obligataires sont encore très loin de leur plus haut récent. Et ça, pour des stratégies qui sont principalement investies sur cette classe d'actifs-là, et ben forcément, c'est un petit peu compliqué. Pour ce qui est des stratégies avec une composante action plus importante, évidemment, euh, la performance est bien meilleure, surtout quand on regarde à plus longue durée. Je pense que ce qui est très important sur ce graphique, c'est de se rendre compte de l'intérêt d'avoir une durée de détention importante. On voit que sur 5 ans, l'ensemble des actifs a généré des rendements positifs. Et dès qu'on arrive sur moyen terme, long terme et même PME, on se retrouve avec des rendements annualisés qui sont très corrects et donc du coup des rendements cumulés, ce qu'on voit ici, qui sont très attractifs. Après, sur 3 ans, évidemment, il y a des dynamiques qui sont différentes. Comme je l'ai dit, les actifs défensifs, ça a été compliqué. Les PME également, malheureusement, sur 3 ans, on est sur une performance cumulée de moins 7,78. Donc malheureusement, c'est en contraste avec ce qu'on peut voir sur multigestion de long terme, qui est principalement investi sur des grandes capitalisations, même s'il y a aussi des petites capitalisations qui nous ont évidemment pénalisés. Mais on se retrouve quand même avec des rendements plus intéressants à ce niveau-là. Donc, ce que ça souligne, à mon sens, c'est que, premièrement, plus la durée de détention augmente, plus la probabilité d'avoir des rendements positifs, voire très positifs, est grande. Et que, deuxièmement, malheureusement, les actifs financiers traversent des cycles. Actuellement, le cycle pour les PME est très négatif. Même le début d'année n'est malheureusement pas très bon. Mais c'est des actifs aujourd'hui qui offrent des valorisations plus attractives que les grandes capitalisations. Donc, si on a de la patience et si on a une capacité à se projeter à 3 ans, à 5 ans, ça peut être une classe d'actifs qui délivrera des rendements intéressants comme elle a pu le faire par le passé. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur les performances. Simplement, là, on vous a mis une slide pour résumer un petit peu notre positionnement sur ces fonds multigestion. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'on est relativement prudent. Pour autant, on est quand même investi sur les marchés actions, moins que nos indicateurs de référence, mais ça ne veut pas nécessairement dire que dans des marchés aussi, on fera moins bien. Ça va dépendre de la manière dont on sélectionne les actifs qui composent nos stratégies. Par exemple, on fait un mois de janvier avec des marchés qui sont quand même en hausse. Enfin, on fait quand même un bon mois de janvier. Donc, c'est aussi cette capacité à sélectionner les bons actifs, les bonnes zones géographiques qui va nous permettre peut-être de compenser un budget de risque un petit peu plus resserré pour justement, comme le disait Gaël, bénéficier d'opportunités au cours de l'année. Évidemment, avec la baisse des taux d'intérêt qui se profile, le monétaire va devenir probablement de moins en moins attractif et il y aura forcément un intérêt à réinvestir ces liquidités sur des actifs plus risqués quand ils auront un profil de rendement ajusté du risque plus intéressant qu'actuellement. Donc, sur l'obligataire, on a renforcé les investissements
sur les obligations d'État. Comme le disait Gaël, on en était largement absent jusqu'à récemment et on en a beaucoup rajouté au mois d'octobre. Donc ça a été plutôt une bonne idée et on va continuer à le faire au cours du premier trimestre 2024 en fonction des opportunités qui se présentent. On a diminué notre exposition aux obligations à haut rendement, ce qu'on appelle les obligations à yield. On en avait vraiment pas beaucoup en 2023 et ça a très très bien marché. Donc on a décidé de commencer à prendre des profits là-dessus, ce qui paraît logique. On a une poche de liquidité qui est assez importante. On est sous pondéré actions avec plutôt un biais monde pour avoir des expositions, certes aux États-Unis, mais aussi à des marchés qui peuvent être intéressants comme le Japon par exemple. On est plutôt sur des sociétés de qualité, comme on disait. On pense que dans un environnement de dégradation économique, ça va être plus compliqué pour les entreprises qui sont plus endettées, qui ont un profil de qualité moins important. Et dernièrement, on maintient notre exposition aux PME. On en a entre 5 et 10% dans moyen terme et long terme. C'est une exposition qui nous a coûté ces 2 dernières années. Mais on pense que dans une construction de portefeuille diversifié et robuste, c'est des positions qui ont plus que jamais de l'intérêt. Donc voilà un petit peu comment on est positionné à l'heure actuelle. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Je te laisse peut-être. Oui, on va entamer le fonds multi-gestion modérée, donc un fonds défensif majoritairement investi sur le segment obligataire. Bon, la nouveauté, c'est qu'on a rentré du monétaire l'année dernière et des obligations souveraines. C'est un portefeuille très diversifié. Vous allez retrouver 14 fonds à l'intérieur, répartis sur 10 sociétés de gestion. Si on prend le rendement de la poche obligataire, on a démarré l'année avec un rendement embarqué de 4,69% sur cette petite poche-là. Il y a une exposition action dans le portefeuille de 5%, 2 fois moins que notre indice. C'est un vrai choix chez nous d'être sous-pondéré en raison de la valorisation des marchés. On attend un recul des marchés pour repondérer cette poche. Ce qui est intéressant de voir, c'est que sur les 2 profils modérés et moyen terme, on a pu déjà apercevoir sur une baisse de marché les 15 premiers jours de l'année le comportement de ces 2 gestions-là. On a nettement amorti cette baisse de ces 15 premiers jours. Alors, les marchés sont revenus très forts, ils sont aujourd'hui tous positifs, mais c'est intéressant de voir en tout cas qu'on a pu participer à la hausse de ces 15 derniers jours tout en amortissant pas mal le début d'année. On attend des moments plus opportuns pour reprendre du risque dans ces fonds-là. Donc, vous voyez la contribution à la performance en 2023 de ce portefeuille qui a fait 4,7%. L'ensemble des stratégies ont délivré des performances positives, aussi bien le monétaire que la poche action, que les obligations souveraines qu'on a rentrées en cours de l'année. Et effectivement, le segment obligations entreprises, le crédit et particulièrement le haut rendement ont délivré effectivement de très belles performances l'an passé. On a sorti quelques gestions actives décevantes, plus irrégulières dans les performances. On a continué notre travail de vente aussi de fonds alternatifs, ce qui est long short ou fonds diversifiés pour reprendre des stratégies plus pures, purement obligataires ou purement actions. On a également eu l'occasion de créer un fonds dédié pour RS avec des conditions, notre cahier des charges sur les segments obligataires à aller chercher les bandes de sensibilité, l'exposition aux obligations au rendement maximum et des frais privilégiés sur le fonds BFT Musinic Crédit. Musinic, c'est un des gérants obligataires très connu du monde institutionnel, ça gère plus de 40 milliards de dollars uniquement sur le crédit, sur les obligations d'entreprise. Donc on s'est rapproché de cette société-là pour créer un fonds spécifique pour nos gestions. Alors là, on voit un petit peu l'allocation du fonds RS multigestion long terme. Donc, ce fonds, il est quasiment pleinement investi. Donc, l'indicateur de référence, il a environ 80% d'actions. On est à peu près au même niveau à l'heure actuelle. Sauf qu'on a fait des choix de fonds et d'ETF qui misent plus sur la qualité et sur le côté défensif. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir participer aux hausses de marché quand il y en a, comme actuellement, et d'avoir peut-être un coussin amortisseur si les choses
devait être un petit peu plus volatile. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'on a quand même 18 fonds en portefeuille, donc on a une grande diversité d'actifs dans ce portefeuille qui proviennent de 13 sociétés de gestion différentes. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut compter sur l'expertise, excusez-moi, de nombreuses sociétés de gestion pour essayer d'assembler un portefeuille voilà, qui nous semble le plus adapté aux conditions actuelles. On a donc environ 10% d'exposition aux PME. On est diversifié sur des actions monde en plus d'avoir des actions européennes. Ce qu'on a fait en 2023, on a allégé l'exposition aux valeurs françaises parce qu'on a bien analysé le ralentissement en cours sur l'économie française qui a un petit peu plombé ses valeurs, renforcer la diversification sur les fonds monde. Et on a introduit des ETF, donc, qui sont des trackers à moindre coût, donc pour à la fois baisser les frais embarqués dans la stratégie et diversifier la gestion de manière plus importante. Et ce qu'on constate, c'est que sur la contribution des performances par catégorie, l'ensemble évidemment des lignes ont contribué positivement, et particulièrement les actions monde de croissance, donc qui reprend notamment les sociétés méga cap américaines, mais aussi l'Europe qui a une contribution significative via des stratégies qu'on qualifiera de value. Sur RS Multigestion PME, je te laisse peut-être faire ce point-là. Oui, c'est un univers qui est assez restreint. Il existe une centaine de fonds sur le marché. On essaye de sélectionner effectivement les meilleurs et ceux qui ont une expertise de long terme sur cette gestion de petites et moyennes valeurs. On a 14 sociétés de gestion pour 15 fonds. On a rentré l'année dernière 2 fonds de chez Gay-Lussac avec des banques performances sur le long terme. C'est vrai que plus prudents. Ils sont aussi sur des plus petites capitalisations, voire des micro-caps. C'est un segment quand même qui est particulier sur le marché, d'où une gestion qui doit être prudente. Il y a des sujets de liquidité sur ces fonds-là. Ils ont un historique très important sur cette classe d'actifs et méritaient toute la place qu'on leur a fait dans notre allocation. Il y a eu beaucoup de mouvements l'année dernière sur ce portefeuille-là. On a également rentré un FCPR de chez Apax qui, lui, est investi sur des sociétés non cotées. Donc, c'est un fonds qui a été lancé en 2020. Ce type de stratégie a souvent ce qu'on appelle des courbes en J, c'est-à-dire que ces fonds reçoivent de l'argent et le temps de trouver des cibles à déployer les premières années, il ne se passe souvent rien en termes de performance. Donc aujourd'hui, on est à 4 ans plus tard, le portefeuille est investi et peut enfin délivrer des performances sur les sociétés qui ont été rentrées dans le portefeuille. On voit que sur ce segment, les performances ont été vraiment disparates, puisque en queue de classement, on voit que le fonds, par exemple, Amplegest a fait quasiment moins 6, quand la meilleure stratégie a fait plus 13. Donc ça dépend beaucoup du positionnement français ou plus d'Europe, très petite capitalisation ou entreprise de taille moyenne. Le gisement est faible dans l'univers des fonds PEA-PME. On a vu que sur le CAC PME, on va le voir après en graphique, la performance a été de moins 5% l'année dernière. Notre fonds a fait plus 1, donc très loin des grandes capitalisations, mais son univers d'investissement est aussi celui des petites capitalisations. C'est la deuxième année de contre-performance sur les PME françaises. Et on voit en fait que la sous-performance est inédite historiquement. Donc, quand on regarde, quand on compare le CAC 40 au CAC PME en rouge, donc c'est le graphique de gauche, vous voyez que l'écart est très très important sur l'année 2023 et sur 5 ans de détention. Là, c'est historiquement. Historiquement, sur 5 ans, la courbe rouge était toujours supérieure à la courbe bleue. Ça veut dire qu'au bout de 5 ans, toujours, les petites et moyennes valeurs françaises ont surperformé le CAC 40. C'était vrai jusqu'à il y a 2 ans. Et depuis 2 ans, sur 5 ans de détention, ces classes d'actifs sous-performent. Ça s'explique, c'est pas une anomalie non plus de marché, ça s'explique par les conditions économiques qu'on connaît, une forte inflation, des difficultés pour ce segment à répercuter les coûts sur leurs produits finis. Ils sont plus difficiles aussi pour eux de recruter,
des bons profils, puisqu'il y a eu des hausses de coûts, notamment sur les salaires, les difficultés pour emprunter, si elles ont besoin de financer des investissements, les hausses aujourd'hui de taux d'intérêt pénalisent ce segment. Voilà. Cette sous-valorisation s'explique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si le marché continue, si on entrevoit des perspectives moins bonnes, on va dire qu'en termes de valorisation, on atteint quand même des niveaux relativement bas. Mais c'est un marché qui nécessite de la confiance et un retour des flux. Pour l'instant, les flux ne sont pas là, quand bien même on entend de tous nos gérants plutôt une année favorable à ce segment de marché. Ceci dit, le début d'année, en termes boursiers, est très mauvais encore. L'année commence très mal. Donc là, il nous reste un quart d'heure pour répondre aux éventuelles questions que vous pouvez vous poser. C'est un nouveau format, donc on apprécie si vous pouvez nous donner peut-être vos impressions ou si tout simplement vous avez des questions qui restent suite aux explications qu'on vous a fournies. Alors, il y a pourquoi un tel parti pris pour l'instant décevant sur les gestions pilotées. Alors, sur les gestions pilotées retraite, pour avoir le forfait social réduit de 20 à 16%, il y a une obligation d'avoir un certain pourcentage de PME, suivant où on est loin à l'horizon de la retraite. C'est pour ça qu'on a des PME dans toutes les gestions pilotées pour bénéficier de ce forfait social réduit avec la loi Pacte. Voilà. Donc, ces gestions pilotées, elles vont changer, mais ça fera l'objet, je pense, d'une prochaine réunion, puisqu'il va y avoir une part de nos côtés qui sera introduite aussi d'ici la fin d'année. Voilà. Mais sur le sujet PME, il y a un contexte réglementaire. Et même si ces 2 dernières années ont certes été très mauvaises pour la classe d'actifs, historiquement, là où il y a une création de valeur, ça reste sur ce segment de marché. Donc on reste confiant en nous dans les 5 prochaines années pour que ce segment reperforme. Et structurellement, dans le fonds long terme, on a aussi toujours une petite poche de 10% de PME, c'est structurel, qui a porté la gestion du fonds jusque dans les années 2020 à 2021. Effectivement, c'est un frein. Ça a été un frein, en tout cas, à la performance l'année dernière, d'avoir cette exposition. Pour la présentation, si vous pouvez l'avoir, oui, il a été prévu de pouvoir vous la diffuser. Je pense que ce sera par vos commerciaux que vous aurez le retour. Pour les reportings mensuels, donc sur le site, vous avez aujourd'hui, c'est en temps réel, le reporting. Bientôt, vous allez avoir des nouveaux widgets, des modules qui intègrent les expositions sectorielles et géographiques. Voilà, ça va être un ajout qu'il n'y a pas aujourd'hui sur notre site. Et vous allez pouvoir avoir plus de contenu, en tout cas sur la composition de nos fonds. Les performances, oui, elles sont nettes de frais de gestion. C'est des parts A qui ont été prises, c'est sur les FCP, donc pas les frais de gestion du contrat, mais net des frais de gestion du fonds. Donc, oui, voilà, c'est bien net de nos frais RS gestion. Vous trouvez les perfs année par année. Alors, vous les avez sur le site, dans la rubrique RS gestion gamme de fonds. Lorsque vous cliquez dessus, je crois que vous avez un onglet avec les perfs calendaires. Mais là, je prends la question et on vous reviendra par vos intervenants, vos interlocuteurs que vous avez au quotidien. Et vous devez normalement retrouver aussi ces performances sur l'espace partenaire. Donc là, pour ceux qui ont une convention avec nous et qui travaillent avec nous, vous avez un espace apporteur qui est dédié. Et il y a une fiche qui est faite récapitulative chaque mois des performances. Il y a les performances calendaires et annualisées également de nos gestions. Mais elles ne le sont pas, cette fiche n'est pas sur le site grand public. Oui, est-ce qu'il y aura d'autres rendez-vous de la gestion? On ne l'a pas mis sur le slide, mais on compte en faire un en avril. On va essayer de le faire à fréquence trimestrielle et peut-être faire un zoom justement sur la gestion pilotée, parce qu'il y a beaucoup de profils avec de différentes sensibilités, différents profils et des performances aussi qui sont disparates. Donc voilà, ce sera un zoom peut-être plus spécifique sur cette gestion pilotée le prochain webinaire. Un mot sur SCRS IMO. Alors, elle n'est plus gérée chez nous. Elle est gérée aujourd'hui chez La Française. En termes de performance, il me semble qu'elle est ressortie à 3,03, plus 3,03 l'an passé.
Elle est assez diversifiée sur les SCPI du marché. Elle s'en est plutôt bien sortie comparé à ce qui s'est passé. Il y a aussi beaucoup à l'intérieur de sélection de nouvelles SCPI ou SCI du marché qui ont mieux résisté que les anciennes, qui embarquent un stock qui ont été plus compliqués. Les nouvelles SCI ont également plus de flux plutôt positifs, là où les anciennes ont subi de vagues des rachats. Mais là, pour un point plus précis, on vous fera un point plus précis sur le sujet. Alors, nous, on ne va pas pouvoir vous répondre à toutes les questions qui sortent du cadre de la gestion purement financière. Vraiment, ici, vous avez l'équipe de gestion, tout ce qui est frais de contrat sur les PER ou autres, ou gestion pilotée. Il va falloir vous adresser directement à vos interlocuteurs habituels. Nous, on va pouvoir plus vous répondre sur la macroéconomie, nos orientations de gestion, nos choix, les explications de performance, sous-performance, notre vue macroéconomique. Voilà, tout le reste, on va vous laisser vous revenir vers l'équipe que vous avez à l'écran. Dans le PEE et le PERCO, oui, il y a des gestions pilotées, tout à fait. Alors, pour la performance des gestions pilotées, elles ne sont pas sur le site grand public, mais dans votre espace partenaire, il y a un reporting qui est fait, qui doit être mis à jour, je pense, soit mensuellement ou trimestriel, où vous retrouvez toutes les performances des gestions pilotées de tous les différents profils. Intégration de critères ESG, oui. Alors, dans les due diligence et dans les sociétés de gestion, lorsqu'on les sélectionne, on les analyse également sur leur partie extra-financière. S'ils ont un process en place sur le sujet, combien il y a de fonds labellisés dans leur gamme, tout ce qui est initiative en dehors de l'extra-financier dans l'entreprise qui est effectuée. On a créé toute une gamme labellisée ISR en 2021 qui a été labellisée. On s'est posé la question sur les fonds qu'on vous a présentés de les transformer en ISR. Pour cela, ça nous a changé beaucoup de gérants sélectionnés de portefeuille et des gestions qu'on apprécie énormément, notamment comme geste ou Tikeo, pour nous qui sont des incontournables sur leur classe d'actifs, et il était hors de question de s'en séparer. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de label ISR qu'ils ne font pas des choses sur le sujet, mais en tout cas, on ne pouvait pas transformer la gamme existante en full ISR. C'est pour ça qu'on a créé une gamme à côté, dont le critère de sélection, c'est uniquement le label ISR. Donc, vous allez retrouver la même dénomination de ces fonds avec le mot ISR en plus intégré dans le titre. Un numéro de téléphone direct pour RS Gestion, non. Normalement, vos questions, le premier filtre, c'est plutôt vos interlocuteurs habituels côté commercial. Soit ils peuvent y répondre, s'ils ne peuvent pas y répondre, effectivement, ils se dirigent vers nous. Mais à ce stade, non, il n'y a pas de contact direct, en tout cas, pour le front office. Ce qui n'empêche qu'on est en contact avec quelques-uns d'entre vous qui nous sollicitent de temps en temps. Mais c'est aussi l'idée de ces rendez-vous, c'est de vous permettre d'avoir un contact direct avec nous pour si vous avez des questions sur l'aspect gestion financière des portefeuilles. On est ravis d'y répondre et d'être le plus transparent possible. L'air d'avoir d'autres questions. Merci. Un grand merci à tous pour votre participation. On espère avoir répondu à vos interrogations et de vous avoir présenté une partie de l'équipe aujourd'hui, un travail qui est effectué, même si on n'a pas forcément de contact en direct. Voilà, le pôle de gestion œuvre au quotidien pour vous apporter les meilleures performances et prendre les meilleures décisions, et que ça se traduise dans le temps par des performances. Merci à tous pour votre temps aujourd'hui, et puis évidemment vos équipes commerciales restent à disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.